Est-ce que tout le monde est installé? Je n'ai pas l'impression. Donc bonjour à tous et bienvenue. On va commencer la conférence en hommage à Robert Badinter, animée avec Sylvie Grossman, avec les invités qu'elle va vous présenter. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce moment important où à la fois nous allons rendre hommage au Tibet pour sa résistance non violente en faveur de ses droits humains, résistance par le droit, et rendre hommage à Robert Badinter, ce grand juriste, grand homme politique, grand homme de droit, qui est décédé cette année et qui, tout au long de sa vie, n'a cessé de rendre hommage à cette résistance unique pour lui au monde. Et là, donc moi-même, je suis Sylvie Grossman, je suis éditrice, entre autres, et j'ai été l'éditrice de ce petit livre, Immolation au Tibet, la honte du monde, pour lequel, de Tsering Veser, grande poétesse dissidente tibétaine, et pour lequel nous avons demandé justement une préface à Robert Badinter. Et donc il a immédiatement acquiescé, et je voulais vous lire ce petit passage de cette préface qui est extrêmement important, où il dit, entre autres, « Les voici présents, ces hommes et ces femmes qui se sont immolés dans ce livre, moines, étudiants, lettrés ou paysans, expression symbolique d'un peuple tibétain tout entier, martyrisé par la dictature chinoise. Ces Tibétains qui choisissent de s'immoler, de consumer leur corps, ne sacrifient qu'eux-mêmes à leur cause, parce qu'ils sont des martyrs et non des terroristes. Ils offrent leur vie, mais elles seules, à leur cause. Ils ne commettent pas d'attentats, ils ne donnent pas la mort à d'autres. » Donc ces auto-immolations, on y reviendra peut-être, sont, même si parfois cet acte peut nous paraître à nous comme une sorte de violence, ne l'est pas, c'est une violence exercée contre soi-même, mais qui est vraiment le Dalai Lama qui a été amené plusieurs fois à donner son avis sur cet acte, a lui-même dit on ne peut pas dire que c'est une action violente puisqu'elle se retourne contre soi-même. Vous savez que le suicide est tabou, interdit dans le bouddhisme tibétain, mais ce qu'il dit, d'abord, ce n'est pas un suicide, c'est un acte qui part d'une intention pure et qui se retourne contre soi-même, donc qui est un sacrifice. Donc sans évidemment justifier ou inciter à ces actes, comme parfois le fait valoir le gouvernement chinois, il ne le justifie pas non plus, mais il le comprend. Et d'ailleurs, peut-être après, vous regarderez derrière ce rideau, il y a une exposition consacrée de peinture réalisée par un peintre catalan, Paolo Nubiola, et qui rend hommage aux 168 immolés tibétains. C'est la plus grosse vague d'immolation, d'auto-immolation par un peuple dans le monde. Et je vous invite vivement à regarder ces peintures. Donc nous avons ici, pour parler de cette résistance par le droit, Rigzin Jenkeng, qui est la représentante du bureau du Tibet à Paris et à Bruxelles, et qui donc représente le gouvernement tibétain et représente le Dalai Lama officiellement. Et à ma gauche, Dominique Rémy-Granger, éminente juriste, et qui a travaillé avec Robert Badinter au sein du Conseil constitutionnel, quand il en était le directeur, le président. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans à ses côtés, comme responsable des relations extérieures à ce Conseil constitutionnel. Et quand nous avons sollicité Madame Badinter pour justement lui demander si elle pouvait témoigner, elle
a choisi Madame Rémy Granger pour être sa représentante et pour venir nous parler de ce travail. Donc c'est une chance magnifique et on va l'entendre. Et Maxine Jiangang assumera la seconde partie en parlant, en abordant la question des violations des droits humains aujourd'hui au Tibet, puisque c'est loin d'être terminé, même si on en parle peut-être un peu moins. Donc je voudrais passer tout de suite la parole à Madame Rémy Granger, qui va nous parler donc, de ce travail et du travail de Robert Badinter. Merci. Bonjour. C'est un plaisir et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour restituer, autant que faire se peut, le contenu et le parcours d'une amitié très singulière qui a lié en effet Sa Sainteté le Dalai Lama et Robert Badinter. C'est aussi un plaisir et un honneur pour moi de le faire au nom d'Elisabeth Badinter, dont l'intérêt pour le Tibet n'a pas à être démontré. Peut-être certains se souviennent qu'elle a préfacé un livre de Pierre-Antoine Denet qui s'appelle « Tibet, mort ou vif » en 1990. Elle regrette beaucoup de ne pas être parmi vous, mais elle n'est pas présente à Paris en ce moment et elle m'a demandé, au nom, comme l'a rappelé Sylvie Crossman, des années de collaboration que j'ai eu la chance d'avoir avec Robert Badinter, de retracer cette amitié. Ces deux hommes n'étaient pas seulement des amis de cœur, c'était aussi des frères d'armes, ou plutôt des frères de combat, puisque leur combat, c'est, comme l'a dit Sylvie, la lutte non violente. Donc c'était des frères de cœur et des frères d'armes. Je commencerai par les frères de cœur. Il y avait entre Robert Badinter et le Dalai Lama une amitié très singulière, très manifeste, très profonde, très revendiquée, très attachante, très attachée et très assumée. La presse d'ailleurs avait systématiquement remarqué les signes de cette amitié. Et on a de très nombreuses photos de Robert Badinter et le Dalai Lama se tenant par la main, se tenant par le coude, bras dessus, bras dessous, s'embrassant sur les joues, sur le front. Et même des scènes un peu de familiarité, mais de grande complicité, comme par exemple à Bercy, au Palais des Sports, que vous connaissez peut-être, moi je n'y suis allée que pour un opéra qui est immense, et où le Dalai Lama a tapé la cuisse très familièrement de Robert Badinter, mais dans un geste de très très grande complicité. Donc cette amitié qui n'était pas du tout cachée, qui était revendiquée, elle était aussi très régulière, elle était entretenue à chaque visite du Dalai Lama en France. Je n'ai trouvé trace que d'une dizaine, sur les 35 ans que vous verrez cette amitié, que d'une dizaine de visites officielles. Mais je sais, et je suis sûre qu'il y en a eu à toutes les visites du Dalai Lama en France. De la même manière, tous les grands moments du mouvement pour le peuple tibétain ont été scandés par des appels et des contributions de Robert Badinter. J'en ai trouvé plusieurs traces. En 2008, au moment de la sortie du mémorandum, mais même avant le plan de paix de 1988, la sortie du mémorandum en 1988 sur l'autonomie véritable du peuple tibétain, au moment des 75 ans
de Sa Sainteté le Dalai Lama, il a été demandé à 75 personnalités du monde entier de rendre un hommage qui était publié avec des œuvres d'artistes. Et Robert Badinter faisait partie de ces 75. Il a répondu présent et il a écrit un hommage. Ça, c'était en 2011. En 2012, au moment de la publication de la charte sur la responsabilité du Dalai Lama, le président Badinter est aussi sollicité. En 2015, au moment de la marche pour la commémoration du soulèvement de 1959, cette marche qui a lieu au Champ de Mars à Paris, au Monument de la Paix, Robert Badinter est sollicité, il vient, il parle. Donc à chaque fois, il répond présent. Il écrit, il palabre, il déclame, il est présent. Il est présent aux côtés du Dalai Lama. Inversement, le Dalai Lama a rendu hommage aux engagements de Robert Badinter, et en particulier en 1998, j'ai retrouvé trace de ce que le Dalai Lama lui avait offert l'écharpe sainte en soie blanche à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc cette amitié manifeste, régulière, est aussi extrêmement engagée. Tout au long de ce parcours, Robert Badinter a affronté la désapprobation publique de la République de Chine, depuis le début, depuis la première rencontre officielle entre deux à une émission culturelle française très connue qui s'appelait Apostrophe. Cette émission, dont vous verrez tout à l'heure un extrait, je vous le rappelle, avait donné lieu quand même à une conférence de presse de l'ambassadeur de Chine à Paris, dès le lendemain, pour protester contre cette émission, qu'il a qualifiée de politique alors qu'elle aurait dû rester, d'après lui, culturelle. Et il dénonçait aussi, je cite, l'intervention inamicale et irresponsable du président du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas beaucoup désarmé Robert Badinter. En 1999, 10 ans après, il prend même la plume dans la grande presse française pour protester contre la visite du président chinois, alors que, je le cite, le sort réservé au Tibet reste déplorable. En 2008, au moment des Jeux Olympiques à Pékin, Robert Badinter n'est pas du tout étranger au vote par le conseil municipal de la ville de Paris qui fait le Dalai Lama citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et je vous le rappelle, je vous l'apprends, parce que moi je l'ai appris récemment, mais en faisant des recherches, que chaque conseiller municipal de la ville de Paris avait reçu une lettre de la République de Chine pour tenter de les dissuader d'approuver cette proposition du maire de Paris, qui était alors Bertrand Delanoë. En 2016 encore, lors de la visite d'une semaine en septembre, visite que pourtant le Dalai Lama avait qualifiée de pastorale, Robert Badinter résiste aux pressions. Le président de la République à l'époque, c'était François Hollande, lui a cédé aux pressions, il n'a pas reçu le Dalai Lama, il a fait recevoir le Dalai Lama par un de ses ministres, qui se trouve être Emmanuel Macron. Mais Sciences Po, à qui Robert Badinter avait demandé d'organiser une conférence au sein de son établissement, va céder. En juillet, c'est-à-dire 3 mois avant, Sciences Po annule la conférence sans explication. En revanche, la maison des avocats, qui est celle de Robert Badinter, puisque je vous le rappelle, il était avocat, elle ne cédera pas. Et le Dalai Lama, il prononcera une conférence ovationné par un public debout et tenant par la main Robert Badinter, son frère. Donc, Robert Badinter aura pris des risques personnels dans son engagement auprès du Dalai Lama et de la cause tibétaine, mais il l'a prise aussi
non pas en prenant des risques personnels, mais aussi devant les instances françaises et européennes. Robert Badinter aura accompagné le Dalai Lama au Conseil de l'Europe, à la Cour européenne des droits de l'homme, au Parlement européen, tout ça à Strasbourg. Il sera intervenu auprès de l'Élysée, sans effet auprès de François Hollande, mais en intervenant pour des audiences par exemple, mais surtout auprès du Parlement français, puisque comme vous le savez, Robert Badinter a été sénateur, et en tant que sénateur, il a vice-présidé le groupe d'amitié pour le Tibet, qui lui a permis notamment, en 2008, en août, pendant les Jeux Olympiques, de recevoir le Dalai Lama au Sénat, dans un, je le cite, placard, comme il l'a déploré, puisque le président du Sénat de l'époque, cédant aux pressions diplomatiques, n'a pas voulu prêter la grande salle. Il reçoit néanmoins le Dalai Lama au Sénat et s'arrange aussi pour obtenir la signature de 40 parlementaires au soutien du plan de paix présenté par le Dalai Lama. Donc un engagement, des risques personnels, des prises de risques personnels, un engagement politique auprès des autorités françaises comme européennes, mais aussi auprès du grand public. Il faut savoir que Robert Badinter ne prenait pas très souvent la plume, mais quand il l'a pris, pendant cette période, il n'a jamais omis de citer ou de faire référence à la cause tibétaine. J'en ai trouvé deux exemples. Le premier, c'est en 2002, dans un article excusez-moi, je crois que c'est La Croix, oui. Il signe un article sur la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a été créée, il y a beaucoup travaillé, moi aussi avec lui, a été créée dans les années 2000, et en 2002, il signe un article sur cette Cour, qui vient donc d'être mise en place, et il rappelle que la Chine, enfin c'est pas le seul pays, mais la Chine entre autres, n'a pas ratifié le statut de Rome qui institue cette Cour à cause du conflit autour du Tibet. Deuxième exemple de prise de parole publique, c'est en 2008, cette fois-ci dans les colonnes du Nouvel Observateur, donc aussi un journal de grande audience en France, où Robert Badinter dénonce ce qu'il appelle la trahison par l'Occident des droits de l'homme, et il pose la question de la légitimité de ce même Occident à faire la leçon à la Chine, puisqu'ils trahissent les droits de l'homme. Donc, frères de cœur, ils l'ont été réellement et de façon authentique. Ils sont aussi frères d'armes, ou plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, frères de combat, car c'est une lutte non violente que tous deux prônent. Cette solidarité intellectuelle, politique, stratégique, elle peut se décliner en trois dimensions: une méthode, un objectif et un concept. Sur la méthode, Robert Badinter a toujours soutenu la cause tibétaine dans sa non-violence. La non-violence est un fil rouge dans son soutien. En 2009, il signe une déclaration parlementaire française, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, au soutien de cette fameuse voix médiane qui est exprimée dans le mémorandum pour une véritable autonomie du peuple tibétain. La même année, au Palais des Sports de Bercy, devant des milliers de personnes, il renouvelle avec emphase ce soutien, et je vous cite un extrait de son discours en 2009. « Mettre un terme à un régime d'oppression et à un génocide culturel, instaurer un régime d'autogouvernement et amener l'état de droit au Tibet, il n'y a rien là qui menace l'intégrité territoriale de la République chinoise, ni sa souveraineté internationale. Aussi, nous continuerons inlassablement à soutenir par les voies du droit et la force spirituelle de la justice, tous ensemble, sans violence ni provocation, mais avec résolution et constance, la juste cause des Tibétains. »
Donc une méthode, c'est la non-violence. Un objectif, c'est le droit des peuples à l'autogouvernement. Robert Badinter n'a jamais failli dans son soutien au projet politique du Dalai Lama, à savoir non pas une indépendance du territoire du Tibet, mais une véritable autonomie du peuple tibétain au sein de la République de Chine. Même si j'ai trouvé dans ses notes manuscrites quelques doutes sur la faisabilité d'une condition nécessaire de cette autonomie, à savoir la renonciation par la Chine et le Parti communiste chinois de son emprise et de son pouvoir sur le Tibet. Donc non-violence comme méthode, autogouvernement comme objectif, droit des minorités culturelles comme principe. Le concept de génocide culturel, qui, sauf erreur de ma part, mais on le verra tout à l'heure peut-être, est utilisé dans les écrits du mouvement tibétain depuis le mémorandum, et qui a aussi été utilisé par le Dalai Lama, par exemple. J'en ai trouvé des traces en 2011 à Tokyo dans une conférence de presse qui avait fait beaucoup de bruit. Ce concept a été soutenu par Robert Badinter, sur lequel il a été sollicité plusieurs fois au moment de la sortie du mémorandum, qui est un opus d'une centaine de pages, qu'il a lu très attentivement, qu'il a annoté, qu'il a souligné, et sur laquelle il envoie une très longue lettre en décembre 2010 au Dalai Lama, et en 2011, il reçoit aussi des représentants de l'ICT et de National Campaign for Tibet, qui vient de publier un rapport sur le génocide culturel. Dans son courrier de décembre 2010, Robert Badinter, au soutien de l'utilisation de ce concept, considère que, en effet, sont réunis dans ces 100 pages les éléments constitutifs du crime de génocide culturel. Et il conseille de renforcer le plaidoyer juridique du mouvement tibétain en faveur de ce concept, en s'appuyant sur 2 textes onusiens. D'une part, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui est adoptée par l'ONU en 1948, mais surtout dans les travaux préparatoires de 1947, où il est effectivement explicitement fait allusion à cette notion de génocide culturel. Et il recommande d'autre part de s'appuyer sur la Déclaration des droits des peuples autochtones de 2007, qui, bien qu'elle ne retienne pas le terme de génocide culturel, a maintenu expressis verbis dans ses articles les éléments constitutifs de ce crime. J'ai trouvé aussi qu'en 2014, c'est peut-être un des derniers moments forts de l'activité publique de Robert Badinter, la Maison du Tibet organise une table ronde sur le concept de génocide culturel. Robert Badinter ne peut pas s'y rendre, mais il propose d'enregistrer une vidéo pour les participants à cette table ronde. J'en arrive à ma conclusion, qui sera de dire que Sa Sainteté le Dalai Lama et Robert Badinter ont tissé, sur ces 35 années d'amitié, une amitié très singulière, très authentique, autour d'une connivence politique très forte et d'un combat très ciblé, celui du peuple tibétain. Je remarquerai que Robert Badinter n'a pas étendu ce soutien aux autres minorités ethniques chinoises, comme par exemple les Ouïghours ou les Zhang. C'était vraiment une amitié particulière. Le Dalai Lama appelait Robert Badinter l'homme noble. Robert Badinter appelait le Dalai Lama l'homme de paix. Je crois que la dynamique de cette amitié ne s'achève pas avec la mort de Robert Badinter en février dernier. Elle subsiste dans l'actualité et la pertinence de ce combat. Tout à l'heure, on va vous proposer un extrait de l'émission d'Apostrophe à laquelle j'ai fait allusion à plusieurs reprises,
Je vous invite à revoir cet épisode en attirant votre attention sur l'éloge que fait Robert Badinter de la résistance non violente. Même, dit-il, quand il s'agit d'attirer l'attention sur des causes justes, la lutte du peuple tibétain ne prend pas la forme du terrorisme. Il me semble que cette remarque, notamment après les attentats de Paris ou ceux du 7 octobre dernier en Israël, résonne aujourd'hui comme un encouragement et un avertissement assez cruel. Avant de revoir cet extrait pour terminer cet hommage, je voudrais, en guise de conclusion et d'hommage provisoire, vous lire une ligne de la même préface du même livre que Sylvie a cité tout à l'heure. La préface que Robert Badinter donc a rédigée pour ce livre de poèmes de la poétesse tibétaine, dont le prénom Sérine, et qui s'appelle Immolation du Tibet, au Tibet, la honte du monde. Donc je vous lis cette phrase en guise de conclusion. Il est des consciences si fortes que les injures, les coups, les camps et même la menace de la mort ne peuvent les faire taire. Cet extrait de l'émission de Bernard Pivot dont nous a parlé Dominique Rémy-Granger, 89. Aujourd'hui, connaissons les tensions qui restent au Tibet. Je peux vous rappeler une résistance tibétaine à l'occupation chinoise, avec en effet une violence qui s'exerce à l'encontre du peuple tibétain. Et la chose qui me paraît la plus remarquable, c'est que dans un monde de violence, où les revendications nationales légitimes se manifestent toujours par la violence, les Tibétains n'y ont pas recours. Ils n'utilisent pas le terrorisme, il n'y a pas de terrorisme international pratiqué par les Tibétains, ne serait-ce que pour attirer l'attention sur le sort du Tibet actuel. Et ça, c'est une démarche exemplaire. Peut-être, mais alors ça fait que le Tibet est ignoré, que depuis 30 ans, les Chinois sont là. Non, que les Chinois soient là, ça c'est lié à des impératifs, je disais, de politique internationale, en effet, un rapport de force. Mais en ce qui concerne la mobilisation de la conscience humaine, au lieu d'attirer l'attention par la violence, le Dalai Lama, lui, fait appel à la conscience humaine directement, et je ne suis pas sûr avoir la force de résistance qui se manifeste au Tibet, qu'en définitive, cette voie-là ne serait pas la meilleure. Oui, ça, c'est un enseignement de travail. Sauf qu'elle Et risque très d'être la plus longue. Nous verrons. C'est Après, 30 ans après, l'esprit de résistance est toujours vivant, est toujours présent. Alors, où en sont les droits de l'homme au Tibet aujourd'hui? À lire les rapports des organisations internationales, et en effet, nous étions, Dalai Lama et moi-même, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, pour examiner la situation dans le monde. En ce qui concerne ces violations, la situation est très mauvaise. Et depuis 1987, il y a eu une série de protestations, de manifestations, avec une répression extrêmement dure, et le Dalai Lama est intervenu à plusieurs reprises à ce sujet. Et il y a un rapport d'Amnesty International, tout récent, février 1989, je l'ai là d'ailleurs, vous voyez, voici, torture et mauvais traitement de prisonniers tibétains, Amnesty International, février 1989, dans lequel on fait état, et des arrestations de masse, et des détentions arbitraires, et inévitablement des tortures qui sont la loi de ces régimes. Reprendre l'interrogation de Bernard Pivot, où en sont les droits de l'homme au Tibet aujourd'hui, des années plus tard, puisque 34 ans ont passé, et Rexilin Djingan va nous parler de ce qui se passe aujourd'hui très précisément au Tibet, enfin, en Chine occupée par, en
Chine Bouy, qui occupe le Tibet. Merci Sylvie, bonjour tout le monde. Donc, après 34 ans, vous me dites, la situation du Tibet est aussi dramatique. Et la situation, je pourrais même dire que c'est empiré depuis. Car aujourd'hui, le Tibet est l'endroit le moins libre dans le monde. Et où en fait à peu près 1 million d'enfants tibétains entre l'âge de 4 à 18 ans sont séparés de force de leur famille, de leurs racines, et ils sont forcés dans des internats chinois. Et donc, si vous voulez, je pense que parmi vous, il y a des gens qui connaissent la situation de nos amis ouïghours. Ce qui se passe en Turkestan de l'Est aujourd'hui, c'est ce qui se passait avant, au Tibet, il y a 60 ans, et qui continue. Donc il y a cette situation dramatique, comme je l'ai dit au début. Le Tibet est totalement fermé aux étrangers, aux journalistes, aux diplomates. Et les Tibétains qui sont au Tibet n'ont pas la permission de sortir. Donc juste pour vous donner une idée, avant 2008, tous les ans, nous avions entre 2000 et 3000 Tibétains qui fuyaient le Tibet pour venir en exil par le Népal, pour la plupart. Mais après 2008, la répression a tellement augmenté au Tibet, et puis il y a tellement de contrôle sur la frontière entre le Népal et le Tibet que, par exemple, dans ces dernières années, on a eu que des fois une dizaine de Tibétains qui ont réussi à fuir le Tibet. Ou cette année encore, on a eu peut-être une vingtaine de Tibétains qui sont arrivés à Dharamsala. Donc, ça vous donne une idée de la répression au Tibet. Et récemment, en fait, il y a eu un rapport de Human Rights Watch, une ONG internationale, qui parle des déplacements des Tibétains. Donc il y aurait à peu près 700 000 Tibétains et des fois des villages entiers qui sont déplacés de force. Bien sûr, le gouvernement chinois dit que c'est un déplacement volontiers, mais le rapport démontre que pour la plupart, c'est des déplacements forcés. Et très souvent, en fait, c'est des déplacements de centaines de kilomètres plus loin de leur village où ils ont toujours vécu. Et des fois, il y a ceux qui résistent pour se déplacer. Les autorités chinoises emploient une telle pression qu'ils n'ont plus, il leur reste plus le choix de quitter leur village et puis aller là où le gouvernement chinois leur demande. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, au Tibet, pour les Tibétains, c'est difficile de préserver leur culture, leur identité et leur langue. Tout est sinisé. Donc, depuis 1 an ou 2 ans, le gouvernement chinois a même changé le nom du Tibet. Donc, le gouvernement chinois l'appelle le Xizang. Mais on le sait que le monde a toujours connu le Tibet sous le nom du Tibet et on ne peut pas réécrire l'histoire. Et puis
puis on a aussi parlé pendant la présentation de Mme Rémi Ranger de la pression chinoise. Donc ça, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours, même ceux qui sont en exil. Je suis sûre que vous avez entendu parler de la répression transnationale. Et il y a une ONG qui s'appelle Safeguard Defenders qui ont sorti un rapport il y a 2 ans qui démontre qu'il y a des postes de police illégaux dans beaucoup de pays dans le monde, y compris en France. Et ces postes de police sont là vraiment pour contrôler, dissuader par force les dissidents ouïghours, chinois, tibétains. Et donc, pour le cas des Tibétains, par exemple, et je pense que c'est le cas des Ouïghours aussi, même les Tibétains qui vivent dans les pays libres, ils doivent réfléchir à 2 fois avant de parler du Tibet, parce que la plupart ont des familles au Tibet. Et donc, dès que certains Tibétains, par exemple, ils participent dans des manifestations, leurs familles au Tibet reçoivent des visites des policiers chinoises pour leur faire pression, pour que leurs familles à l'étranger ne participent pas à des manifestations. Alors qu'on est dans des pays libres, normalement on devrait avoir la liberté de manifester. Et ce qui nous semble injuste. Donc, je pourrais vous dire que la situation au Tibet aujourd'hui est très difficile. Et les autorités chinoises ont beaucoup de mal à laisser les Tibétains, en fait, être des Tibétains tout simplement. Le gouvernement attaque notre identité, notre culture, notre langue et bien sûr aussi notre religion. Donc aujourd'hui au Tibet, comme vous le savez, le Tibet est un pays où il y a toujours eu beaucoup de monastères avec beaucoup de moines, des nonnes. Mais aujourd'hui, s'il y a un Tibétain qui veut rejoindre un monastère, il est obligé d'avoir au moins 4-5 garants. Et il est obligé d'avoir au moins 18 ans. Il est obligé d'avoir un garant parce que si jamais ils n'obéissent pas à ce que dit le gouvernement, ces 4 personnes qui se sont portées garants auraient des problèmes. Et il y a aussi dans des monastères, il y a aussi des fonctionnaires chinois qui sont installés pour qu'ils puissent contrôler tout ce qui se passe dans ces monastères. Et le nombre de moines dans ces monastères ont aussi été réduits drastiquement. Et maintenant, un gouvernement autoritaire, communiste et athée, qui ne croit pas en religion et qui pense que la religion est un poison, souhaite reconnaître la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama. Et ils ont déjà fait ça dans le cas du Panchen Lama, que vous devrez certainement connaître. Le Panchen Lama est une figure, deuxième en fait figure le plus important dans le bouddhisme tibétain. Donc quand le 10e Panchen Lama est décédé dans une prison
dans des circonstances assez étranges. Quelques années après, un petit garçon a été reconnu comme la réincarnation du 10e Panchen Lama, donc le 11e. Mais il avait seulement 6 ans, et 3 jours après que sa sainteté le Dalai Lama l'a reconnu comme la réincarnation du 10e Panchen Lama. Il a été kidnappé par le gouvernement chinois avec sa famille et son tuteur. Et donc, cette année, il a eu 34 ans, mais nous n'avons aucune trace de lui. Nous ne savons même pas s'il est encore vivant. Et à chaque fois que les gouvernements étrangers ont posé la question au gouvernement chinois par rapport au lieu où il pourrait être, ou pour avoir des informations sur le Panchen Lama, le gouvernement chinois avait toujours la même réponse. Il disait à chaque fois que le Panchen Lama allait bien, mais qu'il ne voulait pas être dérangé. À chaque fois. Et il y a quelques années, leur réponse a un petit peu changé. Et quand un dirigeant d'un pays a demandé aux autorités chinoises encore une fois la même question, ils ont répondu que le Panchen Lama était un jeune homme de son âge et qu'il avait fini ses études et il travaillait et qu'il menait une vie normale, mais qu'il ne voulait toujours pas être dérangé. Et donc depuis, il me semble, 2008, le gouvernement chinois a introduit plusieurs législations qui leur permettent par la suite d'interférer dans la reconnaissance de la réincarnation de sa sainteté, le 14e Dalai Lama. Pour les Tibétains, on a du mal à comprendre un gouvernement athée qui ne veut pas parler au 14e Dalai Lama, mais veut reconnaître sa réincarnation, alors que le 14e est toujours là. Et c'est pourquoi, en fait, le gouvernement tibétain en exil, ou l'administration centrale tibétaine que je représente également, nous sommes en train de demander aux pays libres de demander au gouvernement chinois de ne pas interférer dans la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama. Et que si il le faisait, que ces gouvernements démocratiques ne reconnaîtraient pas la réincarnation choisie par la Chine. Et donc nous avons eu quelques succès, on va dire. Aux États-Unis, il y a une législation. Mais en Europe, on a un peu plus de mal, parce qu'on est 27. Tout doit être décidé entre les 27. Mais, malgré ça, le gouvernement belge a pris une position, et aussi le gouvernement hollandais, également le gouvernement allemand, et on attend maintenant que le gouvernement français prenne une position là-dessus, surtout que M. Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, il a rencontré sa sainteté le Dalai Lama. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, je pense que notre président, en fait, emploie
la phrase exacte. Il dit que le Tibet, en fait, les Tibétains, on meurt à petit feu. Étant donné que le Tibet est carrément coupé du monde, les Chinois ont les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Et souvent, en fait, quand je vais rencontrer des gens, on me pose la question, pourquoi il n'y a rien dans les médias sur le Tibet? Les journalistes sans frontières, je crois, ils l'ont dit une fois, enfin il y a quelques années, que pour les journalistes, c'était plus facile d'aller en Corée du Nord que d'aller au Tibet. Et donc, à l'heure où je vous parle, il y a une délégation européenne qui se trouve dans une ville chinoise de Chongqing, en Chine, pour avoir le dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et la Chine. Et juste avant leur visite, avant leur dialogue, ils se sont rendus au Tibet. C'était un voyage de 3 jours. Et avant de se rendre au Tibet, la délégation européenne a soumis une liste des endroits qu'ils souhaitaient visiter au Tibet. Donc, bon, j'espère qu'ils ont eu l'autorisation de visiter. Bon, il y avait des prisons, il y avait des internats dont je vous ai parlé. Nous le saurons un petit peu plus, peut-être d'ici demain ou après-demain, quand il y aura une déclaration là-dessus. Mais ça fait depuis très longtemps, en fait, ils cherchaient à faire une visite au Tibet. Mais à chaque fois, ça a été refusé. Et donc là, cette fois-ci, ils ont eu l'occasion. Mais maintenant, on le sait, quand il y a ce genre de visite, le gouvernement chinois va leur montrer seulement ce qu'ils veulent que la délégation européenne voit. Ils n'ont aucune liberté d'avoir des contacts avec le peuple, entre guillemets, normal. Donc je pense que le Tibet a toujours besoin de votre soutien. Pour nous, les Tibétains, la France est un pays de droits de l'homme. Et donc on a déjà entendu le soutien qu'avait prêté M. Badinter à notre cause et à sa sainteté le Dalai Lama. Quand nous avons appris son décès, je pense pour le monde tibétain, c'était comme si on avait perdu un père, quelqu'un qui nous soutenait malgré beaucoup de pression chinoise. Donc de nos jours, je pense que c'est difficile de trouver ou avoir des gens comme M. Badinter qui n'a jamais eu peur et qui n'a pas cédé à la pression chinoise. Et donc je suis contente qu'aujourd'hui on lui rend hommage. J'aimerais avoir une pensée pour M. Badinter et j'espère qu'il est content là où il est et qu'il nous envoie son énergie pour que nous puissions continuer. Mais, malgré tout ça, je vous ai peut-être un petit peu déprimé avec la situation au Tibet. Mais j'aimerais vous dire que les Tibétains, surtout
ceux qui sont au Tibet ont survécu plus de 60 ans d'invasion. Ils ont une vie tellement difficile que je ne peux même pas vous expliquer. Mais malgré ça, ils continuent, ils ne lâchent pas. Et donc, moi, en tant que Tibétaine vivant dans un pays libre, je n'ai pas le droit de désespérer. Tant que les Tibétains résistent, tant que les Tibétains qui sont au Tibet résistent à l'oppression chinoise, nous continuerons. Et j'espère que le peuple français nous soutiendra dans notre lutte pour la liberté et notre lutte pacifique. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va vous passer la parole si vous avez des questions à formuler, soit à Xin Changkang, soit à Dominique Rémy-Granger. Vous êtes les bienvenus. Je vous donne le micro. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonjour, merci pour vos interventions. Marcel Roux, présidente de l'association France-Tibet depuis 1989. Donc 35 ans cette année, nous voulions fêter nos 35 ans, mais compte tenu du contexte morose, on va dire, pour résumer, nous attendrons de meilleurs jours. Car parler du Tibet en ce moment, comme vous l'avez dit, comme M. Badinter le faisait, ça devient très difficile. Vous avez eu, il y a quelque temps, la visite, la présence en France du Premier ministre tibétain, du gouvernement tibétain en exil, M. Pempa Tsering. Je pense que trouver les rendez-vous n'était pas très facile. D'autre part, vous aviez rencontré M. Jean-Michel Bélorgey qui avait créé le premier groupe Tibet au Parlement français, en même temps que M. Michel Hervé, maire de Parthenay à l'époque, créait le premier groupe Tibet au Parlement européen. Depuis, nous, beaucoup d'associations de défense des droits des Tibétains, nous trouvons peu d'écho. Nous ne trouvons pas vraiment d'oreilles attentives. Pour l'exemple, depuis cette mandature, il n'y a plus de groupe Tibet au Parlement français. Vous imaginez que le précédent groupe, avec M. Lionel Lucas, député maire de Villeneuve-Loubet, nous avions 176 députés dans le groupe. Depuis, plus rien. Quand vous avez rencontré M. Jean-Michel Bélorgey, j'étais avec vous, puisque nous avions travaillé longtemps ensemble, il vous a dit, et il a dit à M. Pempa Tsering, vous venez me voir, c'est bien, c'est sympathique, mais je suis mort entre guillemets politiquement. C'est-à-dire que lui-même, même quand il s'adresse aux autorités, ne reçoit que des fins de non-recevoir. L'histoire tibétaine, presque c'est une histoire ancienne maintenant. Les Ouïghours, le combat des Ouïghours renouvelle le combat des Tibétains en quelque sorte, puisque malheureusement on peut dire ce qu'ont subissent les Ouïghours en ce moment, c'est ce qu'ont subi les Tibétains. Et c'est ce que subissent encore les Tibétains. Et nous-mêmes, pour reconstituer le groupe Tibet, nos associations en France, nous sommes un certain nombre sur le plan des parrainages d'enfants, de personnes âgées, de moines, de nonnes. Nous sommes un certain nombre pour défendre les droits fondamentaux des Tibétains. Nous avons réalisé un courrier commun adressé à l'Assemblée nationale
déposé dans chaque casier de la poste, c'est-à-dire autant de députés, autant de lettres, parce qu'autant dire que si vous envoyez un email, ça passe à la trappe. La secrétaire le lit peut-être, mais bon, le Tibet, je vous dis, histoire préhistorique presque. Donc nous avons déposé ces lettres il y a un mois. En 2 semaines, nous avons eu 4 réponses. C'est vous dire l'intérêt. Et malheureusement, coup de théâtre, la semaine dernière, nous n'avons plus qu'à refaire tout le travail pour les prochaines élections. Je vais me lever quand même. Je ne vais pas parler de dos. Je voudrais que nous, les gens qui allons voter le 30 juin et le 7 juillet, vous soyez conscients qu'il ne faut pas qu'on se laisse manipuler. Je vais vous donner un exemple précis de manipulation. Comme vous l'avez rappelé, Madame, en 2016, M. Macron, ministre des Finances, a rencontré le Dalai Lama. Il est allé à l'hôtel Dalai Lama. La photo qui est apparue sur le poste de M. Macron, tout de suite, c'était M. Macron souriant et le Dalai Lama de dos. C'est même la première fois que je vois une photo où j'ai vu une photo où le Dalai Lama est de dos. En général, on le montre de face, souriant. Comment? Fièrement, oui. Donc, la photo a fait le tour, je vais dire la photo dans la nuit même, a fait le tour des chaumières bouddhistes, des familles bouddhistes, des pro-tibétains comme nous tous, engagés, je veux dire les gens des associations, se sont réjouis de cette photo. Mon Dieu, M. Macron a rencontré le Dalai Lama, quel espoir pour la défense des droits de l'homme. Bon, voilà, on en est là, hein. Que s'est-il passé depuis? Rien. Pour le Tibet, rien de la part de nos gouvernements successifs, que ce soit les premiers ministres qui se sont succédés, toujours lettre morte. Rien de la part des députés, puisqu'il n'y a plus de groupe Tibet. Il faut juste saluer la persévérance du groupe du Sénat, avec 2 personnes, un sénateur, M. Gattolin, qui ne s'est pas représenté, donc il a encore quelques actions, mais ça a moins de poids. Vous connaissez la France, il faut vraiment être représentant pour arriver à obtenir quelque chose. Et Madame, le prénom c'est Madame Stage-Brio, qui tient le coup encore, mais dans un groupe restreint. Alors bon, le Sénat, c'est le Sénat, ils sont de notre côté quand on leur écrit. Pour les prochaines élections, il faut s'adresser à nos candidats, voir ce qu'ils promettent et ne pas se laisser avoir par de fausses promesses. Je ne voudrais pas insulter les Gascons en disant promesse de Gascon, comme on le dit en France, mais il ne faut pas se laisser avoir cette fois-là. Il faut prendre le taureau par les cornes et poser la question du Tibet, poser la question des droits fondamentaux, poser pour les peuples colonisés. Et je voudrais revenir, Madame Dominique Rémy-Granger, sur une des phrases que vous avez lues, mais dans laquelle il y a un mot qui m'a fait une description des peuples qui m'a fait sursauter, et je ferai référence pour changer ce mot pour nous tous à la présence, à la venue en France d'un juriste de droit international, M. Michael Manwald, qui était déjà venu plaider en 92 au tribunal permanent des peuples à Strasbourg pour l'autodétermination du Tibet. Notre association avait organisé cette session du tribunal Russell après la guerre, mais ça demeure. Et lors de ce tribunal, il y avait Madame Mitterrand pour la Fondation France Liberté, Madame Catherine Trottmann, maire de Strasbourg, qui nous défendait aussi. Ces 2 femmes ont écouté des témoignages en privé d'avortements forcés de femmes tibétaines. Et voilà, quand vous dites génocide culturel, c'est aussi c'est pas que, justement, parce qu'on attaque, comme pour les Ouïghours, comme pour les Tibétains, on ne parle même plus de la Mongolie intérieure, et on ne parle même plus des Mandchous, ils sont submergés à raison de 20 Mandchous, de 20 Chinois
ethnie Han, contre un survivant mandchou. Alors, si j'en fais référence à M. Michael Van Walt, c'est qu'il nous a expressément demandé, et il le redit dans un ouvrage qu'il est venu présenter, dont on attend la traduction en français pour le présenter aux futurs députés et aux sénateurs, Tibet 2.0, c'est ça? Mais en anglais. Alors vous comprenez bien que les Français, les Anglais, les députés français, vous mettez les livres, mais bon, ça les endort un peu. Et puis il faut dire que même moi, j'aime lire en français un travail précis, parce qu'il y a des confusions possibles. Et dans les confusions, plus exactement dans les termes importants à employer, il ne faut absolument plus faire le jeu de Pékin. Il y en a d'autres qui font le jeu de Pékin. Monsieur Macron invite M. Xi Jinping en grande pompe à la Mongie. Et nous y étions, et je peux vous dire qu'on était dans un placard policier, hein, on n'a pas bougé. Donc, le mot qu'il ne faut plus employer, allez, minorité. Quand on dit minorité tibétaine, minorité ouïghour, minorité de Mongolie intérieure, minorité mandchoue, pour ces deux derniers, malheureusement, il n'y a pratiquement plus personne, mais sauvons au moins les Tibétains, enfin les termes, gardons bien précis de dire peuple colonisé, donc opprimé en esclavage, travaux forcés. Regardez les marques de vos vêtements ou de vos chaussures. Made in China. La plupart du temps, on peine à trouver du Made in France, malheureusement. Or, l'Union européenne vient de déclarer également une interdiction, entre guillemets pour l'Union européenne, hein, je ne fais pas trop confiance à la surveillance et à la réalisation, l'interdiction de l'importation de produits fabriqués dans des conditions inhumaines. Donc, camp de concentration. Camp de concentration des Ouïghours, camp de concentration pour les Tibétains, même si ça s'appelle Laogai en chinois, ce sont des camps de concentration. On ne peut plus faire accepter ça. Alors, successivement, en 3 semaines de temps, alors qu'un de nos membres est allé à Terespol, vous savez où c'est Terespol? Allez, devinez, avec un nom comme ça, déjà, ça vous fait un peu voyager. Presque, à la frontière biélorusse. Donc, un des membres de France Tibet m'a supplié, m'a dit, bon, je t'envoie une lettre, je veux pas que ça passe par téléphone, ni même par WhatsApp, je t'explique que je pars de mon propre chef à Terespol, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait comme vous, par là-bas. Bon. Il y est allé, avion, voiture de location, il arrive sur les petites routes de Pologne vers la Biélorussie. Encombrement, c'est pas la nationale, l'autoroute A6 quand vous arrivez sur Paris. C'est photographie à la pointe et vidéo à la pure. 26 km de poids lourd à touche-touche, à l'arrêt, attendant le passage un par un vers la Biélorussie. D'où viennent ces camions? De toute l'Europe, enfin par la France, l'Allemagne, la Pologne, etc. Alors, quelques temps après, l'Union européenne décide de cette déclaration arrêter l'importation Made in China. Mais dans l'autre sens, les camions partent d'Europe vers la Biélorussie, malgré l'interdiction, du fait de la guerre en Ukraine, de ce commerce vers la Russie, de ses exportations. Or, en allant contrôler les trains de la route de la soie et ce qui arrive sur la France, on découvre un double trafic, pas forcément honorable, ni pour nos pays, des 27 pays européens qui continuent le trafic avec la Russie et qui continuent à importer le matériel Made in China. Donc voilà, l'état actuel des choses. À nous, pour les présidentielles, pardon, pas encore, excusez-moi, pour les législatives, on ne sait pas la suite, tout peut arriver. Donc pour les législatives, interviewez vos candidats, posez-leur la question du Tibet, du Turkestan oriental, des droits de l'homme dans les pays colonisés,
et non pas une défense simplement de minorités banales qui se débrouillent comme elles peuvent dans leur petit État, dans leur petite région. C'est comme si on disait Bretagne libre, Catalogne libre. Non, c'est Tibet libre, c'est France libre. Voilà. Et M. Xi Jinping non, M. Macron n'a pas dit un mot du Tibet, ni des droits de l'homme, pendant la dernière visite qui date de 3 semaines. Merci. Merci Marcel. On va passer la parole à d'autres si vous avez quelque chose. Merci. Alors moi je suis complètement novice sur ce dossier. J'ai entendu parler du Tibet, j'ai entendu parler. Quel est l'intérêt de la Chine à s'obstiner malgré la résistance du peuple tibétain? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est religieux? Quel est l'intérêt de la Chine au départ d'avoir occupé et maintenant de continuer malgré la résistance du peuple tibétain? Je vous remercie pour cette question. C'est une question que les gens me posent souvent aussi. Donc, il y a plusieurs intérêts. Donc, vous savez que le Tibet fait 2,5 millions de kilomètres carrés, pardon. Donc, déjà, au niveau de l'espace, ça fait, je crois, à peu près 4 fois la France. 5 fois, voilà. Merci. Et puis aussi, le Tibet est une source d'eau. Donc le Tibet est appelé en français. Alors, en anglais, c'est Water Tower of Asia. Donc c'est le château d'eau, oui, de l'Asie. Parce que à peu près 10 majeures rivières qui vont dans beaucoup de pays en Asie ont leur source au Tibet. Et donc, on a déjà entendu parler des experts qui disent que la prochaine guerre serait pour l'eau. Et donc, les Chinois l'ont compris il y a 60 ans, que l'eau était essentielle. Et donc là, il y a quelque temps, il me semble, le gouvernement chinois a envoyé plusieurs milliers de litres d'eau tibétains pour les Maldives. Et donc, en plus de ça, le Tibet est aussi riche en minéraux. Donc, tout ce qu'on utilise dans notre informatique, téléphone, ils ont en fait, les géologues chinois ont trouvé au moins une centaine de minéraux différents au Tibet. Et puis aussi au niveau géostratégique, le Tibet, étant le toit du monde, joue un rôle essentiel. Parce que je crois que c'était Mao qui avait dit, si on veut contrôler nos mains, en fait, une fois qu'on contrôle la paume de notre main, on contrôle aussi les 5 doigts. Et donc, ce qu'il voulait dire par les 5 doigts, c'est les pays qui se trouvent autour de Tibet, comme le Népal, le Bhoutan, l'Arunachal Pradesh et bien d'autres. Voilà. Donc, à cause de tout ça, le gouvernement chinois nous a envoyés en premier lieu. Et puis maintenant, ils s'obstinent, malgré la résistance du peuple tibétain. Et puis vous avez certainement dû entendre parler de la diversion des cours d'eau, et puis la construction de barrages sur les rivières du Tibet. Et l'eau qui sont diverties vont en Chine et qui bénéficient les grandes villes chinoises. Et puis toutes les électricités produites par les barrages sont utilisées aussi, bien sûr, en Chine. Voilà.
l'ouest. Donc, vous imaginez tout ce que ça peut recouvrir comme intérêt. Ce qu'a très bien expliqué Madame Rizzi. Je crois qu'on avait une question. Donc, depuis 60 ans, il y a eu aucune... Donc, depuis 60 ans, il n'y a eu aucune modification de la Chine et du gouvernement chinois. Ça a toujours été la même répression. La même répression, mais depuis que M. Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, C'est pire. c'est pire. Voilà. Au début, quand il a pris le pouvoir, certains d'entre nous ont eu un peu d'espoir parce que certains disent que sa maman ou sa femme est des bouddhistes. Et puis apparemment son père a connu aussi le 10e Panchen Lama. Donc à cause de ces relations, on a eu un peu d'espoir, mais malheureusement, en fait, il y a eu encore plus de répression depuis qu'il est au pouvoir. Pour rappel, Rinzin Gekran est la représentante de sa santé, le Dalai Lama, auprès de l'Union européenne. C'était pas une question. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention à tous les intervenants. Ma question, en fait, tourne autour de la crise politique actuelle que la France est en train de traverser en ce moment, et plus spécifiquement l'annonce par le président de la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections législatives qui vont avoir lieu le 28 juin de ce mois. Ma question, en fait, est pour Madame Rinzin Gekran et pour Madame Dominique Rémy-Granger. Quels sont vos ressentis face à cette crise politique et en fait les répercussions sur la cause tibétaine? Voilà, c'est un peu la crise politique actuelle du moment et je fais une référence. Merci. Je sais pas très bien ce que vous dire. Si la question c'est qu'est-ce que Robert Badinter aurait pensé, voilà, je pense qu'il aurait été effaré par le risque devant lequel nous sommes tous. Voilà. Les répercussions pour le Tibet, je pense que ça va être les mêmes que pour moi et que pour lui et que pour la France, c'est-à-dire un grand danger. Je ne sais pas quoi dire de plus. Oui, donc je pense que oui, nous sommes tous inquiets par ce qui se passe actuellement. Puis, on doit mobiliser les gens pour aller voter le 30 juin. Je pense que la montée d'extrême droite, si ce n'est pas bon pour la France, ça ne peut pas être bon pour le Tibet. Mais je dis toujours que la cause du Tibet n'appartient pas à un parti politique. Donc ça doit être la préoccupation de tous les partis et de tout le monde. Voilà. Moi j'avais une question. Quelles sont véritablement les voies d'action que nous avons à notre disposition pour répondre à cette défense des droits humains au Tibet? Que pouvons-nous faire concrètement? C'est vous qui le savez, je crois, et j'aimerais bien l'entendre de votre part, de votre voix. Merci. Donc il y a des choses simples, très simples que vous pouvez faire, comme écrire à vos députés, de soutenir le Tibet par exemple,
allez tout simplement demander à votre maire de hisser le drapeau tibétain qui est interdit au Tibet le 10 mars, parce que nous avons à peu près, Madame Roux me corrigera si je me trompe, mais à peu près 700 ou plus de 700 communes en France qui hissent le drapeau tibétain le 10 mars. Je précise, il s'agit d'une campagne nationale, internationale, puisqu'en Europe et Allemagne, il y a 1000 mairies, municipalités qui mettent le drapeau à la suite de ce qu'on avait commencé en France en 92 ou 93. Donc la démarche est simple, vous demandez au maire un parrainage. Un parrainage n'est pas un jumelage, parce que pour un jumelage, vous voyez à l'entrée des communes jumelées avec telle ou telle ville, il faut faire la démarche auprès du ministère français de l'Intérieur et du ministère vers la demande au gouvernement chinois. Vous comprenez bien qu'on ne va pas s'embarquer là-dedans. Donc on demande simplement, le conseil municipal décide de parrainer. D'ailleurs, Paris 11e, pareil, parraine de la ville de Lhasa, la capitale du Tibet, depuis au moins 15 ans. Et quand le Dalai Lama avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, comme vous l'avez rappelé. Voilà. Et donc, comme l'a expliqué Madame Roux, donc, vous pouvez demander à votre maire de hisser le drapeau tibétain, ou bien il y a aussi des villes en France qui sont jumelées avec des villes au village tibétain, au parrainage plutôt. Voilà. Et puis aussi, en tant que citoyen, vous pouvez parrainer des prisonniers tibétains, prisonniers politiques tibétains. C'est symbolique, mais vous savez, ça met le focus des gens, l'attention des gens sur ces prisonniers. Et bien sinon, nous sommes en train de, comme les élections européennes sont terminées, nous sommes en train de reconstituer l'intergroupe au Parlement européen. Donc si vous avez des eurodéputés qui vous représentent, vous pouvez leur demander de rejoindre ou de nous soutenir la reconstitution d'intergroupe au Parlement européen. Et puis sinon, après les élections législatives, vous pouvez demander à votre député de soutenir le groupe à l'Assemblée nationale. Donc ce sont des choses qui sont à votre disposition et qui ne sont pas compliquées à faire. Voilà. Bon, si nous n'avons pas... Si, vous avez encore une question. Enfin, c'est pas une question, c'est tout ce que vous venez d'annoncer, c'est une mesure symbolique, c'est parfait. Et je crois que le boycott des produits chinois, c'est peut-être aussi efficace. Regardez les étiquettes, et puis c'était chinois, à partir que vous avez vu que c'était chinois, même si c'est pas cher, ne l'achetez pas. Bon, écoutez, on vous remercie. Marcel, je crois qu'on a... Si tu le fais, tu vas vite, parce que... Pour répondre à madame, une action va se lancer bientôt avec l'association Passeport Tibétain. Boycottons le Made in China. Ça fait 1 an ou 2 qu'on essaie de le loger quelque part, mais entre tous les événements politiques, visites officielles, on tombe toujours à côté, il ne faut pas mettre un peu plus tard. Bon. Et pour vous, le commun des mortels, comme moi j'étais quand avant de commencer le France-Tibet, je m'occupais d'autres choses. J'étais enseignant, bon, j'avais accès quand même à un certain public dans des villes. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple demander au cinéma local, qu'il soit cinéma d'arrêt d'essai ou salle de cinéma, il y a un film en ce moment qui s'appelle Tibet encore et toujours, qui vient d'être tourné par des réalisateurs, par l'association, engagée par l'association Passeport Tibétain. Il sera par exemple à Clermont-Ferrand le 1er octobre, il a déjà tourné dans plusieurs villes, il était à Pau, malgré l'Institut Confucius par exemple. Il faut loger tout ce qu'on a comme outil, vous demandez une salle de cinéma. Si vous avez dans les villes de France, il y a parfois des associations pro-tibétaines, il y a un restaurant tibétain ici ou là, fréquentez-les, demandez s'il n'y a pas un petit groupe de danseurs qui peuvent venir faire un spectacle, etc. Faire connaître le Tibet, mais dans le dernier des petits bleds français,
tibétain qui est là, le restaurant tibétain. Il faut développer votre imagination pour attirer l'attention sur le Tibet. Et après, le bouche à oreille fait le reste, croyez-moi. Merci. Donc merci à tous. Merci surtout à Bexing Kang et Dominique Rémy-Granger pour leur magnifique témoignage fondamental. Et espérons que le futur sera plein de potentiel Robert Badinter. C'est ce que nous pouvons souhaiter au Tibet. Et sinon, je voulais vous inviter, nous, à la sortie là, de la pagode, vous avez à disposition ce petit livre qu'il faut lire à la fois pour la préface de Robert Badinter et pour les informations qui sont contenues quant au drame tibétain et au drame des immolations, dont on rappelle, et le Dalai Lama a rappelé, que c'est un acte ultime de non-violence. Merci à tous.